Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. L'actualité est dense ces derniers jours. Coup d'État au Burkina Faso, victoire de l'opposition sénégalaise aux municipales, sommet ou plutôt abîme de la CEDEAO, bras de fer des autorités maliennes avec les dirigeants européens. Énormément de choses importantes se sont passées. C'est pourquoi j'ai décidé de les traiter en deux parties. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme on ne vous l'apprend pas à l'école et que les médias que vous consommez ne vous apportent pas toutes les bonnes informations, je vais vous expliquer pourquoi ce qui se passe au Sahel est juste un chapitre de ce qui se joue au niveau global. On ne peut comprendre les enjeux et opter pour les bonnes solutions si on n'observe pas ce qui se passe dans le monde. Une fois que j'aurai fixé ce cadre général, j'aborderai le cas spécifique de chacun des pays concernés, le Burkina du colonel Damiba, le Mali du colonel Goïta, la Guinée du colonel Doumbouya, le Centrafrique, le Tchad, le Sénégal, dans une autre vidéo. Quand le gouvernement malien a exigé poliment que les forces spéciales danoises, arrivées illicitement au sein de la force Takuba, quittent immédiatement son territoire, le ministre des Affaires étrangères du Danemark, soutenu par la France, la Suède et Bruxelles, avec mépris, dédain, arrogance, a d'abord refusé, déclarant que cette demande était sans fondement et que la France était d'accord pour qu'il reste. Dans la même veine, l'Allemagne, où la coalition au pouvoir est à présent dirigée par les socialistes, après qu'un de leurs avions militaires a été interdit de survol de l'espace aérien malien, a fanfaronné qu'elle ne quitterait pas le Mali pour ne pas laisser le champ libre aux Russes. Tu viens chez moi et quand je te demande de partir, tu dis que tu ne bouges pas. C'est d'ailleurs à cause des réponses que j'ai apportées à ces politiciens européens paternalistes et belliqueux que mon compte Twitter a été suspendu puis shadowbanned et qu'un de mes tweets a été purement et simplement supprimé par Twitter comme ils l'ont fait précédemment pour Trump ou Buhari. Cette attitude pleine de condescendance et teintée de racisme n'est pas seulement l'apanage des politiques. Même les individus lambda en sont imprégnés. Vous n'avez pas remarqué que quand vous affirmez votre ras-le-bol du néocolonialisme français ou votre volonté d'autodétermination à un interlocuteur européen, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, ça finit quasiment toujours par « vous allez voir, quand vous allez être colonisé par les Chinois ou les Russes, vous serez bien avancé ». Mais ce n'est plus votre problème, messieurs, dames. On vous dit de partir. Le reste ne vous regarde plus. On fera nos expériences, on aura nos succès, nos échecs, nos erreurs. On rectifiera, mais on assumera tout, car on l'aura fait en toute souveraineté. Laissez-nous, partez. Vous voyez bien que vos gesticulations ne portent plus. Vous avez crié que si on ne réinstalle pas Ibeka, vous allez partir. Ibeka n'a pas été réinstallé, il est même mort chez lui entre-temps. Et vous, vous êtes toujours là. Vous avez hurlé que si les Russes viennent, vous allez partir. Les Russes sont là et vous aussi, vous êtes encore là. Vous avez pris des sanctions contre tout un peuple pour essayer de décourager l'émulation de la résistance au colonialisme français dans la zone. Résultat, coup d'État au Burkina Faso dans la foulée et d'autres pays sur lesquels je reviendrai sont déjà dans les starting blocks. Aujourd'hui, face à la véhémence du rejet de la présence française au Sahel, vous avez changé de doctrine. La ministre française des Armées a ainsi énoncé il y a quelques jours, et je la cite, « On ne quittera pas le Sahel, on s'adaptera au coup d'État ». Fin de citation. Peut-on être surpris de la part de gens qui, depuis De Gaulle jusqu'à Mitterrand, alors qu'ils célébraient les droits de l'homme chez eux en France, se sont parfaitement accommodés des partis uniques et des dictateurs chez nous en Afrique? Peut-on être surpris de cette déclaration quand Emmanuel Macron est allé lui-même investir le putschiste Mahamat Déby au pouvoir au Tchad après l'assassinat bien à propos et toujours non élucidé de son géniteur? Ça a le mérite d'être clair.
Nous sommes face à une agression, face à des armées d'occupation. Sans l'Afrique, ils ne sont rien. Ils ne se cachent d'ailleurs même pas pour le dire. C'est nous qui n'aimons pas écouter. Devant le Parlement européen à Strasbourg, Macron l'a redit le 19 janvier 2022. C'est en Afrique que se joue notre avenir. C'est en Afrique que se joue une partie du bouleversement du monde, une partie de l'avenir de ce continent et de sa jeunesse, mais de notre avenir. Sauf que le nôtre qu'il évoquait en parlant de l'avenir, ce n'est pas celui des Européens. C'est celui d'une petite caste qui tremble à l'idée de perdre le pouvoir en France. Ce qui se joue au Mali, c'est plus l'élection présidentielle en France et l'avenir de leur groupe que la préoccupation du bien-être des Européens ou des Maliens. Macron, Le Drian, Parly. Il ment à l'opinion française, il ment à l'Assemblée nationale française, il ment à la presse française, il ment aux militaires français, il ment aux Européens, il ment aux autorités africaines, il ment aux peuples africains. Nous sommes tous victimes des turpitudes et des mensonges de ces gens. Ils dilapident les ressources des contribuables français sans aucun résultat pour ces derniers et ils pillent nos ressources sans aucun résultat pour nous, Africains. La migration continue malgré les fonds publics européens gaspillés soi-disant pour lutter contre les migrants traversant le Sahel pour venir en Europe. Dans son récent rapport, Amnesty International dénonce la complicité des États européens qui continuent honteusement d'aider les gardes-côtes libyens à capturer des personnes en mer et à les renvoyer de force dans l'enfer de la détention en Libye. Les centres de détention sont devenus des prisons à ciel ouvert où les violations des droits de l'homme sont monnaie courante. L'ONG a recensé plusieurs cas de femmes violées par des gardiens en échange de nourriture ou de liberté. Aux violences sexuelles s'ajoutent des actes de torture, du travail forcé et toute autre forme d'exploitation. Nous en souffrons car ce sont nos enfants qui se retrouvent pris en esclavage par des djihadistes financés par les impôts européens. Des djihadistes qui sont supposés leur couper la route, mais qui, en plus de les torturer et de les tuer, préfèrent progresser pour occuper tout le Sahel jusqu'aux rives du golfe de Guinée. Comme je l'avais déjà spécifié dans une vidéo dont je remets le lien ici, ce n'est pas le peuple de France qui est dans notre collimateur, c'est le système qui envoie leurs enfants et nos enfants au Sahel. Quand un soldat français y meurt, on lit partout « mort pour la France ». Mais c'est faux. Leurs enfants, comme nos enfants, ne meurent pas pour la France, ne meurent pas pour le Mali, le Burkina ou l'Afrique. Ils sont sacrifiés par une caste à Paris pour la survie de leur pouvoir plutôt que pour la survie de l'Europe ou pour l'amour de l'Afrique. Pour étayer cela, je vais parler d'un événement très révélateur qui est passé quasiment inaperçu. Dès l'annonce du coup d'État au Faso, Cyril Bolloré, accompagné de Nicolas Sarkozy, a rappliqué à Abidjan pour voir Ouattara. Pensant bien sûr que Macron allait prendre à l'encontre du Burkina les mêmes sanctions qu'envers le Mali, Bolloré, dont le terminal à conteneurs est une manne d'or grâce en grande partie au train qu'il fait circuler depuis Abidjan jusqu'au Niger en passant par le Burkina, est venu parler à Ouattara pour souligner qu'une telle mesure tuerait son entreprise. Car les bateaux vont entrer avec des milliers de conteneurs et des citernes dans son terminal qui ne pourront plus être acheminés vers les gros clients du Burkina et du Niger. Si vous fermez les frontières, ce n'est pas les putschistes que vous allez frapper, c'est moi que vous allez frapper, a plaidé Bolloré. Et vous constaterez qu'il n'est pas venu seul. Il est venu avec Nicolas Sarkozy, un délinquant condamné à la prison ferme mais dont la procédure suspensive d'appel lui permet de ne pas croupir au fond d'une cellule pour l'instant, qui a la particularité d'être non seulement un ami de Ouattara, celui grâce auquel ce dernier a été installé au pouvoir en Côte d'Ivoire, mais également celui parmi les ex-chefs d'État français qu'Emmanuel Macron écoute le plus. Les relations entre Macron et Bolloré sont exécrables.
Il est de notoriété publique qu'Éric Zemmour, candidat à la présidentielle française et donc adversaire redouté d'Emmanuel Macron, est financé et soutenu par Bolloré. Sarkozy est le trait d'union entre des adversaires qui se battent pour la présidence française. Suite à la visite à Abidjan, des arbitrages vont se faire entre Bolloré qui s'est acheté un empire médiatique en France dont le président sortant a besoin pour être réélu et Macron qui détient le gourdin des sanctions pour asphyxier financièrement le parrain de Zemmour. Et c'est ainsi que, sans surprise, l'instance sous-régionale CEDEAO, lorsqu'elle a enfin siégé en session extraordinaire vendredi, n'a pas annoncé la fermeture de ses frontières avec le Burkina Faso. Vous voyez, la guerre au Sahel est directement liée à la lutte pour le pouvoir en France. Ce qui se passe au Burkina, au Mali, au Sahel et en Afrique en général ne peut pas être compris si on a le nez dans le guidon. Il faut décrypter la situation africaine à l'aune du contexte international. Et dans ce cadre, je vais vous parler de l'Ukraine, de Taïwan, de la Russie, de la Chine, de l'Europe, des USA et de nous-mêmes. Concernant l'Ukraine, contrairement aux campagnes d'intox propagées dans les médias occidentaux, Poutine a raison. Et c'est d'ailleurs pour avoir dit cela que le chef d'état-major de la marine allemande a été contraint à la démission il y a 10 jours. En effet, après la Seconde Guerre mondiale et avec l'émergence de la guerre froide, les deux blocs, Est et Ouest, se sont tombés d'accord. Chacun a sa zone d'influence et personne ne va chercher à mettre le désordre dans le champ de l'autre. C'est le non-respect de ce deal qui avait créé les problèmes entre John F. Kennedy et Nikita Khrouchtchev quand les USA, en 1961, ont déployé en Turquie et en Italie des missiles capables d'atteindre le territoire soviétique. Pour répondre à cette violation, la Russie a déployé des missiles et des sous-marins à Cuba, à une encablure des États-Unis. Cette escalade a failli aboutir à une nouvelle guerre, mais a été de justesse évitée par la signature d'un engagement de non-invasion de Cuba par les États-Unis. Chacun a alors retiré ses missiles et ses rampes de lancement. L'accord entre les deux blocs a été renouvelé en 1990 au moment de la chute du mur de Berlin et du démantèlement de l'Union soviétique. L'OTAN ne doit se déployer dans aucun des pays qui a une frontière avec la Russie. Or, on voit aujourd'hui en Ukraine que l'OTAN est aux portes de la Russie. Ça ne peut pas marcher. Si Joe Biden était à son second mandat, il n'hésiterait pas à entraîner les Européens dans une guerre contre la Russie en Ukraine. Mais à quelques mois des élections de mi-mandat et au vu de l'ambiance catastrophique de quasi-guerre civile qui règne à l'intérieur même des États-Unis, c'est peu probable. En effet, des populations et même des États sont en train de réfléchir sérieusement à l'éclatement de l'Union, à la révision de la notion de démocratie, du système électoral et même de la sacro-sainte Constitution. L'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 par des citoyens américains en colère qui déclaraient que l'élection présidentielle avait été volée n'a été que le premier point culminant de ce climat délétère, mais certainement pas le dernier. Des populations s'arment et certains États procèdent déjà à l'adoption de lois qui leur donnent plus d'indépendance par rapport au pouvoir fédéral et qui promettent des épisodes épiques lors de la prochaine présidentielle américaine. À côté de tout ça, il y a l'Indo-Pacifique, où Pékin semble décidé à imposer le concept de la Chine unique, concrétisé par la réunification avec la province rebelle Taïwan, fût-ce au prix d'une invasion militaire. Les USA, qui ont dû abroger le traité de défense qui les liait à Taïwan lorsqu'ils ont reconnu la République populaire de Chine en 1979, provoquent le géant asiatique dans son précaré et sont même tentés d'autoriser le Japon, qui manœuvre adroitement, à avoir une bombe atomique. Les faucons de la droite américaine font un gros lobbying pour que l'armée américaine se positionne dans la mer de Chine et multiplient les provocations.
La grosse baffe que les Américains ont assénée à la France avec l'affaire des sous-marins australiens il y a quelques semaines s'inscrit dans la droite ligne de ce conflit, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente dont je vous remets le lien ici. Il est peu probable que Biden veuille engager en même temps une guerre nucléaire avec la Russie en Europe et avec la Chine en Asie. Par ailleurs, les Français veulent continuer à faire du business avec les Chinois. C'est seulement quand c'est nous qui faisons du business avec les Chinois que ça les dérange. Sinon, eux-mêmes là, ils sont dedans jusqu'au cou. Ils ne sont donc pas prêts à suivre les Américains dans leur palabre à Taïwan. Mais en même temps, les Français reprochent aux Allemands d'être trop compréhensifs avec la Russie concernant l'Ukraine. Les Américains aussi sont impatients de voir l'Allemagne détruire le projet Nord Stream 2, le gazoduc russe d'acheminement du gaz vers l'Allemagne. Mais Berlin, en janvier-février, ce n'est pas chaud comme la Floride. Et en plein hiver, une telle mesure est inenvisageable pour l'Allemagne. Par ailleurs, l'annulation de la mise en service du gazoduc entraînerait un manque de compétitivité industrielle pour l'industrie allemande, nicht möglich, impossible. Et puisqu'on parle de la Russie, le 23 octobre 2019 à Sochi, un jour avant que je n'y tienne mon fameux discours, c'est Vladimir Poutine qui était sur la scène. À tous les chefs d'État et de gouvernement africains présents, et ils étaient nombreux là-bas au sommet Russie-Afrique, il a dit ceci. L'époque de l'URSS est terminée. On ne va plus dans les pays pour des raisons idéologiques. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est faire du business. Vous avez ici tout ce que nous pouvons offrir en termes de know-how et de produits. Si vous avez l'argent, vous payez, on vous remet. Que ce soit l'énergie, l'agriculture, le nucléaire, le train, l'espace, les équipements médicaux ou militaires, c'est là. Vous payez, on livre. Les Africains se trouvent donc devant deux approches. Les Chinois, comme les Russes ou les Turcs, ne viennent pas pour les conquérir militairement, même si économiquement on peut arriver au même résultat. Quand ils viennent faire l'exploitation des mines, à la clé, ils ajoutent des chemins de fer, des ports, des routes, des aéroports, des stades, des échangeurs. Ils proposent même souvent de construire des usines chez nous pour créer des emplois. Ils ont l'argent. Souvent, ils préfinancent et quand les ressources sont produites par les États africains, elles sont vendues avec certaines modalités de paiement particulières aux Chinois en guise de remboursement. Les Russes ont moins d'argent que les Chinois, donc préfinancement là, c'est pas trop leur truc. Mais les Russes acceptent les propositions des chefs d'État africains qui souvent offrent de payer en diamants, en pétrole, en or, en bois, en fer, en cobalt, etc. Les Russes disent « on ne peut pas faire du troc, mais on peut vous aider à exploiter ces ressources, même si ce ne sera pas gratuit. » Ils disent par exemple « nous sommes les premiers producteurs de diamants au monde. Si vous avez des mines, une fois que les coûts, les charges d'exploitation de nos investissements sont couverts de façon transparente, le reste de l'argent, c'est pour vous. Après, si vous dites que vous voulez des services de sécurité, des équipements militaires, des écoles, des hôpitaux, des barrages, des centrales nucléaires, eh bien, vous avez dorénavant de l'argent pour vous offrir ces services et ces équipements. Initialement, vous n'aviez pas d'argent pour nous payer pour venir le faire et nous n'avions pas d'argent pour le préfinancer. Mais si on suit ce business model, on va faire des affaires qui nous seront bénéfiques à tous et on n'exige aucun monopole. Et c'est ainsi que le Mali, selon les propres termes de son ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, en 7 mois de coopération sécuritaire des nouvelles autorités maliennes avec la Russie, a été capable de s'équiper militairement mieux qu'en 20 ans de collaboration avec la France. L'approche chinoise, russe ou turque, c'est des deals gagnant-gagnant, relativement plus transparents et bénéfiques pour nos pays que le modèle français à la Bouygues
ou Bolloré qui, eux, exigent des monopoles sous la menace de leur armée d'occupation et puis qui disparaissent avec tout, les ressources, l'argent, tout, sans partage. Pour protéger leurs investissements, ces nouveaux joueurs sont obligés de s'adapter au contexte. Face à l'armée française qui souhaite le terrain un peu partout en Afrique et qui tente de tout s'approprier, et face à la présence américaine dans la surveillance des mers, ils ont intérêt à être eux-mêmes dans les parages en Afrique. Et c'est ainsi que ces nouveaux acteurs sont présents avec des bases militaires à Djibouti, ou comme les Chinois font croiser des porte-avions et des sous-marins dans le golfe de Guinée, ou alors, comme les Russes, sont déjà sur le terrain aux côtés des armées centrafricaines et maliennes et bientôt aussi aux côtés de l'armée burkinabé, si tout se passe bien, pour déloger les terroristes et les rebelles sanguinaires que la France et les Occidentaux ont positionnés chez nous et qu'ils y entretiennent. Indo-Pacifique, Taïwan, Ukraine, Sahel, Centrafrique, vous voyez que tout se tient sur l'échiquier géopolitique mondial. En 1884-1885, Bismarck, qui était alors le grand patron du coin, a appelé les Européens pour leur dire « On ne va pas se faire des palabres à cause de ces sauvages africains. On va aller les conquérir, nous approprier leurs terres, leurs ressources et les civiliser. » Ils ont adopté des règles lors de la conférence de Berlin, puis ils ont foncé sur nous d'un commun accord pour nous dépecer. Mais à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ils se sont à nouveau partagé le monde. La Russie a eu sa part avec l'Europe de l'Est, les USA ont eu leur part au Moyen-Orient et en Amérique latine, les Chinois ont eu le reste de l'Asie et on a laissé l'Afrique aux Français. Et c'est parce que les Français ont violé les termes du deal en s'agitant en Crimée, en Géorgie et en Ukraine que les Russes sont à nos côtés aujourd'hui. Ne nous y trompons pas, ils ne sont pas là par amour pour nous. Ils sont là pour leurs intérêts et aussi pour punir la France qui a marché sur leur plate-bande. Ce que tu fais chez moi, je vais venir faire ça chez toi. Sauf que chez eux, là, en fait, c'est chez nous. Aujourd'hui, la France essaye de fédérer tous les Européens autour de la reconquête du continent africain. Et dans le paradigme qui sous-tend cette agression, nos chefs d'État ne comptent pas, nos institutions ne comptent pas. C'est seulement ce que eux vont décider là-bas qui compte. Ils sont certains qu'il y aura toujours des relais locaux sur le terrain pour s'assurer que leurs ordres sont bien exécutés. Mais si c'est vrai pour les dirigeants africains, ce ne l'est plus du tout pour les peuples d'Afrique. Les Français n'ont pas évolué. Ils ne se rendent pas compte du changement générationnel qui a eu lieu en Afrique. La période au sortir des indépendances avec des Senghor, des Houphouët qui ne juraient que par la domination française est révolue. Ceux qui ont suivi, qui ont fait leurs études en France et ne se sentent vraiment africains que lorsqu'ils appliquent les instructions venues de Paris, sont en train de devenir minoritaires. Aujourd'hui, nous avons affaire à une nouvelle génération d'Africains qui ne comprend pas qu'on leur dise, quand ils vont en France ou en Europe, qu'ils ne sont pas chez eux là-bas, et quand ils sont en Afrique ou qu'ils y reviennent, ils y trouvent aussi des Français qui leur disent « c'est nous qui décidons chez vous et ce sont nos intérêts qui priment ». Cette nouvelle génération d'Africains, en civil ou en uniforme, n'accepte plus ça. C'est fini. Pour l'instant, les Africains sont des petits pions sur le champ géopolitique global. Notre intelligence doit se traduire par notre capacité à manœuvrer adroitement autour des palabres des grands entre eux pour traverser l'échiquier et devenir enfin le géant que nous méritons d'être. Assimi Goïta le fait avec talent. Faustin Archange Touadéra aussi. C'est ainsi que les renversements de Roch Marc Christian Kaboré, Alpha Condé, Ibrahim Boubacar Keïta sont une vraie opportunité d'émancipation pour nous, peuple d'Afrique avides de liberté et d'autodétermination.
Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour expliquer en détail pourquoi le putsch au Burkina Faso était inéluctable et aussi pourquoi il est prévisible que les prochains coups d'État auront lieu au Niger, en Côte d'Ivoire et au Togo. Ne la ratez surtout pas, ça va swinger. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et de continuer à me soutenir après la sanction de démonétisation de mes comptes prise par les relais censeurs de nos adversaires que sont Facebook, Twitter et YouTube. Les liens pour contribuer financièrement sont en dessous. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà fait des dons pour me permettre de continuer à produire du contenu éducatif et à très bientôt pour la suite du combat. On va casser les papos sur le Faso. Merci.